y a deux moments dans la vie où tout ce que nous avons de meilleur et de noble est sollicité pour être capable de capter certaines réalités. Elles s'imposent à nous avec leur hauteur et leur puissance. Pour les capter, c'est à nous de monter les échelons pour arriver à se concentrer davantage et comprendre. Je vous dis ça, mesdames et messieurs, en vous souhaitant la bienvenue à cette émission Chemin Critique, parce que j'ai donc été sollicité et je ne pense pas avoir suffisamment été capable de saisir la force de ce que nous allons faire aujourd'hui. Je reçois pour la énième fois, avec plaisir, un homme d'État, un homme que vous connaissez. Mais je le reçois aujourd'hui comme écrivain. Il vient de sortir un dernier livre et je pense que ce livre va faire du chemin. Il y a des livres qui traversent des siècles. Il y a des livres qui traversent des générations. Parce que ces livres sont un concentré de pensées au point qu'il faut beaucoup de temps pour que ces pensées se diluent dans la société. Vous en connaissez des livres comme ça, on les appelle souvent des livres des cheveux. Aujourd'hui, je reçois Pépin Guillaume Manjolo, qui vient de publier un petit ouvrage par la tenue physique, mais un gros ouvrage, parce que il vient de publier avec une analogie à ce que vous savez, les 40 épîtres. En fait, 40 épîtres d'un homme d'expérience, quelqu'un qui a observé sa société, qui l'a scrutée et qui a essayé de la comprendre, cette société, avec les instruments de sa formation d'avocat, de sa formation d'essayiste en philosophie, mais surtout aussi d'homme, un homme simplement, qui aime sa patrie et qui estime que le moment est venu pour lui de partager avec son peuple, avec ses contemporains, les idées les plus puissantes qui sont passées par lui. Mesdames et messieurs, avec bonheur, avec joie, je reçois donc Maître Manjolo, aujourd'hui un peu intimidé parce que ce livre m'a assommé un tout petit peu. Vous venez d'écrire cet ouvrage, et d'ailleurs pour la première fois, le livre lui-même comporte un seul nom, Manjolo. Il n'y a pas Guillaume Pépin, il n'y a pas Monsieur le ministre honoraire, il y a simplement Manjolo, le nom que vous portez. Mais nous allons en parler. Nous allons en parler. J'espère que je vais susciter suffisamment de curiosité pour que vous puissiez acheter ce livre. Je pense que ceux qui ont appris à lire et à écrire et qui n'ont pas renoncé à se construire par la lecture, je vous invite à lire ces livres. Qui que vous soyez, ne présagez pas du tout de vos compétences sans avoir lu Manjolo. Les 40 épîtres, c'est quand même quelque chose d'important. C'est si important, avant que je lui passe la parole, que le préfacier de cet ouvrage, c'est lui qui nous présente cet ouvrage. Le professeur Ngoma Binda, que nous ne pouvons plus représenter, parmi les érudits les plus éminents de notre société, philosophe, professeur, enseignant, un homme événementiel, a écrit dans ses livres, il a comparé les livres de Manjolo aux pensées de Blaise Pascal. Il a comparé ces livres aux livres de Mudimbe Vumbiyoka, qui avait écrit sur ses réflexions sur la vie quotidienne. Il a comparé ces livres pratiquement un peu à une certaine époque, à un livre sacré. Regard sur le temps présent de Kamana. Il a donc mis ces livres à ces niveaux-là, en disant, ces livres, je le vois comme les pensées de Blaise Pascal, que nous lisons jusqu'à aujourd'hui. Je le vois comme ce que Kamana a fait, je le vois comme ce que Moutimba a écrit. Monsieur Manjolo, merci donc d'être là, d'être à Chemin Critique. Nous allons revisiter cet ouvrage, mais moi, j'ai l'impression que vous êtes un homme pessimiste, pris d'un pessimisme terrible, et que vous regardez votre pays, la race humaine, avec un tel désespoir, parce que vous êtes presque certain que nous ne pourrons jamais nous relever. C'est ce que l'impression que ça me donne. Me suis-je trompé? Merci, Monsieur William Kalengai, un frère, un éminent journaliste qu'on trouve rarement dans notre espace des réflexions, parce que c'est très rare d'être en face de quelqu'un qui a la capacité de mobiliser des concepts. Et vous êtes un grand mobilisateur des concepts, et ce n'est pas évident. Donc, ce qui fait que vous n'êtes pas suffisamment outillé, suffisamment structuré pour pouvoir être
en face de vous, on ne s'en sort pas. Je vous donne une chandelle pour ce que ma première présentation devant les peuples congolais, Kinshasa notamment, Kinois et tout le reste, c'était chez vous. À l'époque. À l'époque, Antenne A, avec mon premier livre, Ma Nation. Pessimisme ou pessimiste en ce qui me concerne, oui, d'une certaine façon. Pourquoi? Parce que les sociétés se construisent avec des concepts clés qui tiennent compte de l'identité d'un peuple, sa structure, et comment est-ce qu'on peut la faire avancer avec des textes, avec des règles qui lui parlent, qui lui correspondent, qui sont les reflets de son identité. Lorsqu'on fait du mimétisme bas de gamme, qu'on va chercher des textes à l'extérieur, qui ne sont pas conformes à ce que nous sommes, à notre propre identité, on ne peut pas s'en sortir. Vous êtes un observateur assez éclairé sur ces matières-là. J'ai eu à faire quelques voyages avec vous, notamment en Égypte. Regardez comment est-ce que le Maghreb évolue. Ils ont l'avantage d'avoir leur religion. Ce sont les Arabes, avec leur religion, leur approche, leur histoire, leur façon de fonctionner. Ils ont été, comme nous, sous les colonies, sous la colonisation. Et regardez l'Asie, avec ses religions diverses, ses croyances diverses, leur histoire, leur langue, leur fonctionnement. Ils réussissent, ils avancent. Dans tout ce pays aujourd'hui, vous arrivez en Tunisie, en Algérie, en Égypte, au Maroc, même en Libye en pleine guerre, vous avez l'eau, vous avez l'électricité, vous avez les chaussées, vous avez la discipline, vous avez l'ordre. Vous faites l'Asie au niveau de l'Inde, notamment, hindouiste, vous avez tout ce que je viens de dire là. En Chine, c'est pareil. Tous ces pays ont été colonisés, soumis, et beaucoup parmi eux ont été aussi soumis sous l'esclavage. Quand vous faites des tours du monde, vous allez constater qu'effectivement, tous ces pays-là, parce que l'Europe occidentale, ce sont les Caucasiens, l'Amérique, dans sa globalité, ce sont les Caucasiens qui gèrent, que ce soit l'Amérique latine ou l'Amérique du Nord, parce que les Indiens qui étaient les propriétaires des terres ne sont plus là. Expulsés, ouais. L'Australie, ce sont les Caucasiens. Donc, ils ont amené leur pratique, le christianisme, leur pratique, leur technicité par rapport à ça. L'espace noir de l'Afrique, c'est le seul espace qui ne s'en sort pas, qui n'arrive pas à hauteur. Pourquoi? Parce que c'est un espace qui fait le mimétisme à la fois de la croyance et de l'identité. Vous me posez la question, pourquoi Manjolo tout court? Je suis très mal à l'aise de porter les noms étrangers. Pépin Guillaume, c'est pas de chez moi. Mais il n'y a pas un juif, il n'y a pas un européen qui va s'appeler Manjolo Bouakila, Bouakawa et tout ça. Non. En vertu de quoi, être humain comme moi, je dois porter les noms des autres. Parce que on me fait passer par l'étruchement d'une croyance. Cette croyance qui m'est apportée doit modifier, y compris mon nom. Ça pose un problème. Et on ne s'en sort pas. Alors, quand on fait ces constats, on se dit, mais non, la voie suivie jusqu'à aujourd'hui, ce que nous avons choisi comme orientation, comme processus, comme cheminement, n'est pas opérationnel. Il faut absolument chercher des mécanismes qui nous ramènent aux conceptions qui sont les nôtres, aux reflets dans le miroir qui soient les nôtres, comme on a eu ça avec les Congo, les Lunda, les Kuba, les Luba, les Song, et ainsi de suite. Mais on s'améliore au fur et à mesure, parce que la Chine d'il y a 4000 ans, ce n'est pas la Chine d'aujourd'hui. La Chine traditionnelle a évolué parce que la technicité s'est ajoutée, parce qu'il y a des connaissances qui sont ajoutées, ainsi de suite. Nous autres aussi, mais ça part d'une base identitaire, une base philosophique, une base historique. Comment voulez-vous concevoir que nous soyons les inventeurs de mathématiques aujourd'hui, qu'on n'ait même pas des chaires de mathématiques spécialisées en RDC, alors que Shango, c'est chez nous? Ce sont des questions tout à fait basiques. Vous voulez m'apporter une constitution qui ne reflète rien du tout. Quand vous regardez, vous allez dans nos cités ou éventuellement dans nos territoires où la gestion est traditionnelle, vous ne trouverez pas un seul saltimbanque à avoir la responsabilité. On n'a pas la responsabilité chez nous, dans les groupements, dans les chefferies, dans nos royaumes, sur base de la notoriété. Une vedette, on ne lui confère pas la responsabilité parce que c'est une vedette. Or, la démocratie, les élections, confèrent aux vedettes, aux stars, la notoriété. Est-ce que les stars donnent aussi les compétences et la capacité? Il me semble que non. Nous avons été un pays
pendant des siècles qui a fonctionné sur base de la compétence et du savoir. Tous les sages, on les appelle les sages, les Buputamouna en ce qui concerne les parlementaires, ce sont les gens suffisamment érudits dans leur domaine qui pouvaient apporter quelque chose à la société. Mais aujourd'hui, quelle est la référence? Comment est-ce qu'on a... Est-ce qu'il y avait l'élection? On n'a pas eu d'élection. Depuis presque 2000 ans chez nous, on n'a pas eu d'élection. Depuis 15 000 ans, parce que, 20 000 ans, parce que Ishango, c'est 20 000 ans. On n'a pas eu d'élection. Comment est-ce qu'on a vécu jusqu'à aujourd'hui? Les modèles sociaux qui faisaient que les royaumes Congo partaient de l'Angola jusqu'au Gabon. Ces modèles sociaux seraient mauvais par rapport à ce que nous faisons aujourd'hui. Il me semble que c'est juste la technicité, l'adaptation à l'évolution. Le darwinisme, s'adapter ou disparaître. On s'adapte, on évolue. Mais quand on regarde la capacité intellectuelle des Congolais, dans les mathématiques, en biologie, en virologie, avec les Muyembe, avec les Loroma, les découvreurs du sida, mais on a des qualités extraordinaires en philosophie, les Mudimbe, les Kamana, Ngoma Binda, puisque Ngoma Binda a travaillé, a été l'assistant des Mudimbe. J'étais dernièrement à Brazzaville où j'ai croisé M. Théophile Obenga, avec qui j'ai passé beaucoup de temps et tout ça, qui m'a dit la même chose. Il dit, mais vous êtes une pépite. Mais malheureusement, l'expression, la voie par laquelle nous voulons passer pour pouvoir nous épanouir, nous développer, n'est pas la bonne voie. Voilà. Je comprends très bien et nous allons essayer de structurer cette pensée pour que l'on nous suive très bien. Parce que le mieux, c'est que les gens lisent. Vous parlez bien, mais vous écrivez mieux. Votre écriture est extraordinaire. Il faudra la découvrir. Alors, nous allons prendre 3 piliers, comme ça, parce qu'on ne peut pas tout dire. 3 piliers sur lesquels nous allons essayer de revenir, parce que pour que les épîtres qui sont ici puissent en parler, nous allons parler de la religion, nous parlerons de la démocratie et nous parlerons des relations humaines. Donc, de comment est-ce que nous construisons nos rapports hommes-femmes et l'amour un peu. Alors, en ce qui concerne la démocratie, vous en avez déjà parlé, nous allons commencer par là. Vous dites effectivement dans cet ouvrage, je lis un extrait, et vous êtes clair, la démocratie est frein à l'épanouissement de la noblesse. C'est un handicap à l'accès au pouvoir des meilleurs parmi les citoyens, laissant les populaciers envahir l'espace public et détruire l'espèce de meilleurs et in fine l'avenir heureux de la nation entière. Je reprends cette phrase parce que je l'ai mal lue. La démocratie est un frein à l'épanouissement de la noblesse. C'est un handicap à l'accès au pouvoir des meilleurs parmi les citoyens, laissant les populations envahir l'espace public et détruire l'espèce des meilleurs et in fine l'avenir heureux de la nation entière. C'est une sentence, ce n'est même pas une observation. C'est une sentence, ça signifie que dans la logique formelle, c'est la conclusion des prémices. Vous arrivez à définir la démocratie comme un frein. Et vous dites que ça laisse passer les pires de notre société. C'est quand même assez fort, Maître Manjolo. C'est pas Quelles sont les prémices? C'est la réalité. Posons pour principe, pour prémisse, le bonheur, l'avancement de la société, l'épanouissement de la société. Très bien. Quelles sont les conditions pour le bonheur, l'épanouissement de la société? C'est que les meilleurs enfants d'une société doivent mettre à la disposition du plus grand nombre ces bonheurs-là. Faire des chaussées, faire des écoles, faire des centres de recherche appliquées fondamentales pour que nos matières premières soient transformées, faire tout ça. Et réveiller notre histoire, réveiller les mains coupées, réveiller les génocostes au sens structurel, intégré dans l'éducation. Ce n'est pas mémoriel de manière ponctuelle. Il faut que chaque enfant, dès la maternelle, apprenne qu'il est descendant des mains coupées, il est victime du génocoste. Ça, c'est à l'école qu'on apprend ça. Ça ne doit pas être quelque chose de festif, de ponctuel, pour pouvoir présenter sa rivière des larmes au monde. Ce n'est pas ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Mais très bien. Qui peut faire ces choses-là? Je vais prendre l'exemple à la fois de nos traditions, parce que beaucoup de personnes reprochent à nos traditions
je ne sais pas quoi, parce qu'ils ne comprennent pas comment fonctionne le monde. La Chine a fonctionné sur base de la noblesse. Qu'est-ce que j'entends par noblesse aujourd'hui? La noblesse, ce sont les personnes, un tout petit nombre, qui a accédé à la connaissance, à la compétence la plus élevée possible et capable de pouvoir éclairer la cité, comme les philosophes, c'est ça, c'est ce que j'appelle les nobles. J'ai fait une sorte de calque sur le modèle de la noblesse, le raffinement et tout ça. Ça se trouve dans l'éclairage de l'esprit. Ceux qui peuvent apporter la lumière à la société, la raison illuminatrice de la société. La Chine a constaté avec Mao qu'effectivement, l'empire du milieu a été gouverné par la noblesse. Les plus grands nombres n'ont pas eu accès. La Chine a dit de Mao, dans son petit livre rouge, La Marche, la Grande Marche, dit on va devoir sélectionner les meilleurs enfants de la Chine dès l'école primaire, on va les sélectionner par des examens et on va les suivre pour arriver au sommet et pour gérer. Il y a un processus, mais très simple, qui a été adopté. Que les meilleurs enfants soient sélectionnés par un examen, qu'ils soient pauvres, qu'ils soient riches, ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que ce soient les meilleurs pour gouverner la Chine. Il a dit, en 50 ans, la Chine dominera le monde. La Chine domine aujourd'hui le monde. En 50 ans, ils ont réalisé ces rêves. Pas par les élections, pas par tout ce qu'on voit sur le plan. Les accords et tout ça. Non. Par la compétence, par une élite qui s'est créée au départ de la source. Sans essayer de pouvoir choisir en fonction des origines. Non. Quel est meilleur intellectuellement? Ceux qui maîtrisent les mathématiques, les sciences, la littérature, la philosophie, les arts, ce sont ceux-là. Et on les prend en partie de l'école primaire. L'école primaire, il y a un examen d'État, un examen qui fait qu'on puisse les sélectionner. De sorte que, lorsque Trump passe président aux États-Unis, les Chinois rigolent. En Chine, ce n'est pas possible. En Chine, ce n'est pas possible. Parce qu'il faut faire ces parcours, ces chemins de la croix, quasiment, pour accéder à la noblesse de la gestion. Oui. Gérer les pays, c'est une noblesse. Ce qui fait qu'on ne peut pas t'entendre dire des choses salaces, des insanités, proférer des cris dans les rues, s'attaquer. On ne peut pas, parce que tu as été formé soigneusement, dès le berceau quasiment, pour atteindre ce niveau-là, éclairer les autres, apporter les bien-être à tous. C'est ça, être noble. Et ces gens-là ne peuvent pas être élus. Ces gens-là doivent faire un cheminement différent pour apporter la lumière. Les Coréens du Sud ont appelé ça la réforme qualitative. Avant d'arriver maintenant au niveau que tout le monde est instruit et tout ça, et maintenant on peut aller en compétition parce que tout le monde a les capacités de pouvoir gérer la cité, ok, mais avant tout, ça a été ces processus-là. La réforme qualitative. Les meilleurs d'entre nous sont mis dans les conditions pour pouvoir construire notre cité, notre pays. Vous dites ça très bien, et je vais lire encore un extrait ici. À la page 147, vous dites ceci: la démocratie est le jésuitisme de la médiocrité. Pourquoi, me demanderez-vous? Mais parce que c'est la loi du plus grand nombre, ou la loi du troupeau. Tout comme la race porcine, les médiocres ont la fécondité la plus élevée de l'espèce humaine. C'est terrible, maître. Lorsque le génie, qu'il ne faut pas confondre avec les savants, d'une main compatissante, enfante ou engendre sur papier les conditions nécessaires à l'élévation de l'espèce, il impose sa loi à la nature pour montrer la supériorité de sa fécondité. À l'opposé, la fécondité du médiocre se situe dans son bas ventre et incidemment dans sa panse pour ingurgiter les victoires et les breuvages fournisseurs de l'énergie nécessaire au sexe, donc à la grande prolifération de son espèce. Le plus grand péché du génie créateur est d'avoir fait société avec le porcin. Il avait méconnu que la nature commande toujours de cantonner les espèces en fonction de leur race et même de leur régime
alimentaire. C'est des phrases fortes, puissantes, qui, à la limite, dans notre monde des sensibilités épidermiques, qui peuvent même paraître comme des insultes. Vous voyez, on peut penser comme ça. Mais c'est quand même très fort, ce que vous dites. C'est comme ça qu'il nous faut avoir les reculs nécessaires pour donner légitimité à ces paroles, afin qu'elles puissent livrer le fond de votre pensée. Mais vous avez parlé tout à l'heure de la noblesse, mais j'ai l'impression quand même que votre pensée est alimentée profondément par les pensées de Nietzsche. J'ai l'impression que la notion du surhomme, elle est présente chez vous. Donc, les hommes ne sont pas égaux, en fait, pour vous. Dans la société, il y a toujours cette notion de l'homme supérieur. Je ne sais pas si cette vision-là ne fait pas de vous peut-être les préludes d'un fascisme. Non, mais pas du tout, parce que vous voyez Nietzsche, c'est vrai, certes il y a Nietzsche, mais il y a Kamana dedans. Kamana a conceptualisé les crétinismes de la population, les crétinismes, l'imbécilisation de la société. C'est Kamana. Kamana de l'imaginaire, Kamana du pays du commencement. Il a dit ces pays qui est le pays de l'imaginaire du commencement, ces pays de Mudimbe, ces pays du cardinal Malula. Ça peut pas être ces pays de l'amusement, du ventre et des reins. Ce n'est pas ces pays-là. Kamana l'a dit. Mudimbe l'a dit aussi. Quand Mudimbe vous dit entre les eaux, mais comment voulez-vous faire la révolution, y compris intellectuelle? La révolution intellectuelle dans ce pays n'est pas possible selon Mudimbe parce que les pays sont composés de moutons. Et les moutons ne font pas la révolution. C'est Mudimbe, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Mais ce sont maintenant... Ce sont les maîtres qui sont là qui disent ça. Ouais. Moi, je rentre dans les chaussures des maîtres, modestement, pour pouvoir dire, oui, ils avaient tellement raison. C'est ça. Les êtres humains ne sont pas égaux. C'est une fantaisie particulière de penser ça. Nous ne sommes pas égaux, ni en taille, ni en poids, ni en vélocité, ni en droit, puissance, oui. ni en droit, oui. Oui. Nous sommes égaux en droit, mais qu'on laisse les compétences se déployer, agir, qu'on laisse les génies créateurs se mettre en mouvement, qu'on ne puisse pas l'étouffer avec les élections, avec tout ça. Comment voulez-vous qu'un génie créateur puisse produire son génie, mettre ça en œuvre pour la société, si il doit passer par les truchements d'une élection qui, globalement, nous savons qu'elles sont toujours tronquées. Comment voulez-vous? Et d'ailleurs, ce génie-là n'a pas les compétences parce qu'il faut brailler, il faut crier, il faut insulter, il faut attaquer. Et il n'est pas compétent pour ça. Vous dites ceci, et vous citez Kamana, parce qu'il faut lui faire un clin d'œil, lui qui nous a précédés de l'autre côté, malheureusement très tôt, parce que je me rappelle même que... Et pas honoré du tout. Hein. Voilà, je me rappelle, j'avais eu je vous recevais d'ailleurs sur ce plateau, il m'avait appelé de Goma où il était, me disant qu'il venait de suivre notre émission, qu'il était très content et qu'il voulait qu'on puisse en parler. Bon, voilà, vous le citez, et il dit ceci, Kamana a eu le flair d'énumérer l'impuissance devant la culture de la corruption et de la décomposition morale partout visible dans les structures de l'État, comme dans la mentalité du peuple, et l'impuissance devant l'esprit de soumission à la fatalité et au pessimisme face aux possibilités réelles de changement politique et de transformation radicale de la société. À vous comprendre bien, les systèmes qui est mis en place, donc que vous appelez les systèmes d'emprunt, parce que nous ne l'avons pas réellement intériorisé, les élections ne peuvent pas faire sortir les meilleurs d'entre nous au regard des défis qui nous imposent la société. Alors, comment nous faisons? Parce que l'impasse démocratique, nous l'avons vu, l'impasse démocratique, je crois que même ceux qui sont élus, même les dirigeants, quand ils sont un tout petit peu éclairés, ils réalisent vite que ce n'est pas dans la massification que l'on trouve l'élévation. Mais comment on fait? Parce que tout le monde est presque paralysé aujourd'hui. L'État ne sait plus comment faire. Vous avez des gens qui sont élus, qui ne savent pas comment il faut faire parce qu'ils n'ont pas appris. Vous avez ceux qui sont nommés à des postes, mais qui n'ont pas eu le temps d'être préparés à ce genre de défis. Nous sommes donc un peu paralysés, nous tous. Qu'est-ce que vous proposez?
Très bien, j'espère que vous allez me laisser un peu de temps par rapport à ça, parce que c'est important. J'étais en train de rédiger un projet congolais avec Kamana. Malheureusement, il nous a quittés et que je n'ai pas pu continuer. Et maintenant, je suis en train de travailler là-dessus. Tout seul, j'aurai peut-être des apports d'autres personnes pour pouvoir construire ces projets congolais. Je propose la 4e République. Cette 4e République va garder l'esprit démocratique au sens des choix. Un choix, mais qui sera un choix un peu différent que les choix actuels. Ça consiste à faire quoi exactement? Ça consiste à pouvoir faire du ministère du plan, les remettre à ce qu'il a été à l'origine, c'est-à-dire les commissariats généraux au plan, avec des départements pilotés par l'élite intellectuelle, l'élite universitaire dans tous les domaines clés. Et chaque département avec des directions. Et chaque direction avec un professeur, avec des gens, des gars capables de pouvoir comprendre que l'environnement aujourd'hui, voilà, c'est ça. La transition énergétique, c'est ça. L'énergie, c'est ça. Les points échauffés, c'est ça. Et ils vont devoir nous sortir un plan stratégique de développement pour toute la République. Toute la République sur 30, 40, 50 ans. Nos histoires de 3, 4, 5 ans là, ça ne vaut rien du tout. Ça ne vaut rien. Aucun pays ne s'est mis en place avec un plan de 5 ans. Ça n'existait pas. Les pays occidentaux, avant de passer au semblable démocratie actuelle, ont fait quasiment 1000 ans de construction, d'administration, de structuration, de guerres, et pilotés par un roi, un empereur et tout ça. Il n'y avait pas tout ça. Vous ne pouvez pas faire ce que les autres n'ont pas fait. Nous aussi, on a vécu avec des empires, des royaumes, de cette façon-là. Bien. Dès que vous avez terminé ces plans, il y a un plan global par rapport à tous les pays. Il y a un plan par rapport à chaque province. Ce qui fait que ne peut prétendre à gérer une province, un nord ressortissant de cette province-là, un nord ressortissant de cette province-là, qui est capable de présenter. On fait une sélection de 3 personnes par province qui vont compétir. Ils vont compétir devant le peuple congolais. Tous réunis devant la télévision en train de regarder. Ils font la compétition pour voir qui maîtrise le mieux la mise en œuvre de ces plans stratégiques de développement de sa province. Voyez-vous, là, les gars passent devant vous, il nous dit, moi je suis du Congo central, dès que je prends les responsabilités, ces plans ici, voilà comment je vais les mettre en œuvre. Parce que les gens qui arrivent aux responsabilités n'ont pas les compétences pour gérer quoi que ce soit. Le fait d'avoir été élu ne vous donne aucune compétence. C'est-à-dire, ce n'est pas un diplôme. Même les diplômes, ils font encore la pratique. Vous imaginez, vous faites Bac plus 7, et quand vous terminez, on vous dit, il faut l'expérience. Vous imaginez? Vous venez de passer 12 ans, dont 6 écoles primaires, 6 écoles secondaires, et puis 7 d'université, donc ça fait 19 ans. On vous dit que vous n'avez pas d'expérience. D'accord? Il vous faut encore un peu d'expérience, faire l'apprentissage, faire les stages, et puis atteindre. Mais comment voulez-vous comprendre que pour gérer un pays, on vous dit, dès que vous êtes élu, vous pouvez gérer? Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Parce que vous soyez compétent en médecine, c'est une réalité pour vous. Que vous soyez compétent en droit, c'est une réalité pour vous. Mais la compétence pour gérer le pays passe notamment par l'École nationale d'administration. Qui fait que vous avez une licence, vous avez un master, vous avez tout ça, mais vous devez passer par là pour comprendre comment fonctionne le pays. Alors comment voulez-vous que les gens qui sont dans l'administration passent par ces mécanismes, par cette grille d'évaluation, alors que les gens qui rentrent en politique, eux, n'ont pas, ils ont juste les blancs-seings du fait qu'ils ont été élus, et d'ailleurs, on sait dans quelles conditions. Ça pose un problème. Voilà, ça, il faut arrêter ça. Donc, on a cette planification-là. Maintenant, il nous faut 2 partis politiques. Nous sommes à 1025 ou 1050 partis politiques. C'est une honte. Nous sommes la honte de l'humanité, aujourd'hui. Je ne dirais pas du monde, mais de l'humanité. Je dirais même plus loin de l'univers, pour être un peu plus caustique. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait 2 partis politiques. Ces 2 partis politiques, on doit faire des sélections dans chaque territoire pour voir quels sont les meilleurs, ceux qui vont entrer dans ce parti politique-là. Ils doivent dire qu'est-ce qu'ils veulent faire en politique. On fait la sélection, ils défendent tout ça. Dès qu'on termine cette sélection, on arrive maintenant au niveau du pays. Au niveau du pays, on a 2 partis politiques. Ces 2 partis politiques doivent préparer chacun un projet qui soit de nature à regarder les plans stratégiques de développement et les compétences pour pouvoir les mettre en œuvre et qui ont les compétences. Ils présentent leur programme en 10 points.
les deux partis politiques, en 10 points. Et finalement, on doit aller aux élections. On fait comme en Afrique du Sud, on fait comme en Tanzanie, c'est-à-dire quand on va aux élections, on sait qu'il y a un candidat président, qui est le chef de file, qui a maîtrisé parfaitement ce qui est dit dans les plans stratégiques, qui a maîtrisé parfaitement les réformes à opérer le plus rapidement possible avec son équipe. On dit voilà, Monsieur Kalengai, vous avez les compétences en matière de communication, présentez-nous le projet de communication pour que la RDC fasse les lobbies sur le plan international. Vous présentez votre projet, on en discute. Si vous êtes meilleur que Moulumba, meilleur que tel autre, tout ça, du même parti politique, c'est vous qu'on choisit comme ministre à venir pour les partis politiques. Donc, ce qui fait quand on termine à lister les gens qui sont compétents pour gérer dans leur département, parce qu'ils ont défendu quelque chose à l'intérieur de leur parti. Oui. On a M. Kalala, qui est candidat président, qui maîtrise totalement tout ce qui est nécessaire pour pouvoir faire en termes de mise en œuvre du plan stratégique du ministère du Plan, et qu'il a derrière lui les Mutombo, les Ngweje et tout ça. De l'autre côté, on a M. Nekongo, qui est aussi candidat pour l'équipe de droite. Et ici, M. Kalala, c'est pour l'équipe de gauche. Et on a 2 cartons pour les élections. C'est les cartons rouges pour les socialistes, sociodémocrates, et les cartons bleus pour nous, les conservateurs libéraux. Très bien. On va dans les territoires de Luiza pour les élections. On exige aux partis politiques d'afficher 10 points en disant, si nous sommes élus, à Luiza, il y aura un pont à tel endroit, il y aura une école à tel endroit, il y aura TCT à tel endroit, au bout de 5 ans. D'accord, d'accord. Voilà notre liste affichée dans la langue locale. On met ça en Luba, en Loaloa, en Salampassou, en Bala. On affiche ça. Bien. Et enquêter, puisqu'il y a 4 langues. Ce qui fait que quand on va arriver, puisqu'il y a 4 sièges, avant d'attaquer, on fait d'abord la sélection du jury. Les bureaux de vote, on sélectionne les jurys parmi les enseignants, les médecins, ainsi de suite et tout ça. Les gens sont là, les huissiers sont là, on fait la sélection. Bon, on a besoin de 10 personnes dans chaque bureau. Les 10 personnes sont choisies à la veille. Sur 200 personnes, on prend 10 personnes à la veille. Ils sont là. Maintenant, les bulletins sont posés, c'est rouge et c'est bleu. Quand vous arrivez, vous avez regardé le programme des rouges et celui des bleus. Vous savez très bien que si les rouges passent, c'est Kalala qui sera président, c'est telle personne qui sera ministre de ceci, ministre de cela et tout. Voyez-vous? Et vous allez maintenant aux urnes. Vos histoires de CENI, des milliards et tout ça, oubliez ça, ça ne vaut rien du tout. C'est bidon. C'est la sophistication. En fait, c'est la sophistique. C'est du sophisme qu'on fait pour donner un sens aux élections extraordinaires et machine. C'est bidon tout ça, ça ne veut rien dire. Bon, finalement, quand vous faites ça, M. Kalengai, je vais clôturer par là. Vous, une maman de 80 ans, qui ne sait ni lire ni écrire, à qui on a lu les 10 points des rouges et les 10 points des bleus, elle va arriver, on lui dit c'est bleu. Ce que je t'ai dit là, c'est bleu. Ce que je t'ai dit là, c'est rouge. Ah, d'accord. Je prends rouge. Il prend rouge, il met dans l'urne. On clôture à 18h. À 19h, on sait qui est président, qui est élu, parce que c'est l'élection à la majorité simple. Donc, à Luiza, on a 4 sièges. Si on part sur la base de 30 000 voix par siège, ça nous fait 120 000. Sur les 120 000, si un groupe reçoit 60 001 voix, ils ont les 4 sièges. Clair. On compte devant vous. On compte, voilà. Vous avez, dans l'urne, on a autant de rouges, autant de bleus. Les rouges ont eu la majorité et par conséquent, ils ont les 4 sièges. Les autres, vous mettez de côté. Nous sommes dimanche. Lundi matin, c'est publié. La Cour constitutionnelle n'est fait qu'une sanction protocolaire pour dire, oui, c'est un constat. Oui, les rouges ont gagné. Bon, puisque les rouges ont gagné, tel est président, il va prêter serment. On fait un parlement séparé. Les rouges d'un côté, les bleus de l'autre côté. Pas ces mélanges-là, presque adultérins. Tu vois, donc on ne fait pas ça. Donc on sait qu'ils sont séparés. Les chefs des files qui étaient candidats à la présidence pour les bleus deviennent les chefs de l'opposition
automatiquement. Donc il fait un cabinet automatique. On lui met à sa disposition. Et d'ailleurs, il doit être sanctionné par la Cour constitutionnelle. On lui met son cabinet, il est en face des autres, tout ça. Et maintenant, les jours, donc on est le lundi soir, la liste des ministres, parce qu'ils étaient déjà ministres, ils ont leur programme déjà prévu, et tout ça, ils savent ce qu'ils doivent faire. On ne va pas faire 6 mois pour négocier encore. C'est le même jour, comme en Angleterre, comme partout, c'est le même jour. Donc, le président qui est élu, parce que lui, il n'est pas candidat, il est chef de file. Chef de file d'une liste. D'une liste. Donc, sa liste passe en tête, il n'a pas le choix, oui, il n'y a pas de quotas, il n'y a pas tout ça. Donc, il a l'obligation, on lui dit, la loi doit lui dire, tu as l'obligation de signer au soir. Dès que la Cour constitutionnelle t'a reconnu les droits que tu es président de la République, va constater à la suite des résultats de cette élection unique, tu signes. Si tu ne signes pas, c'est un crime. Donc tu dois signer immédiatement. Et le travail commence le même jour. Pourquoi le travail commence le même jour? Parce que vous avez une administration qui va recevoir les plans stratégiques de développement. Et puis, on a un réformateur à la tête du ministère qui a milité, qui a été en campagne pour expliquer comment il va pouvoir réformer et mettre en place. Il a expliqué exactement dans son domaine. Et par conséquent, tout le monde sait ce qu'il doit faire exactement. Voilà une forme de démocratie qui nous correspond, à ce que nous avons été, mais on l'améliore avec une petite touche de l'évolution du monde. Mais ce qu'on fait, c'est simplement du folklore. Non, vous l'avez dit, et je crois que vous avez demandé un peu de temps pour expliquer. Oui. Et je pense que votre idée est passée et le public qui nous suit en a compris la pertinence et la profondeur. Je ne veux pas y revenir beaucoup parce que je sais qu'il faudra une autre émission un peu plus élaborée. Aujourd'hui, nous prenons le prétexte quand même de cet ouvrage. Et pour clore ces chapitres sur la démocratie, laissez-moi lire un tout petit peu. J'aime bien lire ce que vous écrivez. Alors vous dites ceci, les hommes d'exception doivent avoir leur propre soleil, leur jour de fête, leur modèle de société, et se tenir à une distance nécessaire pour éviter la contagion des idées aussi toxiques que la démocratie. Ils doivent honorer leurs différences et vivre le contentement de leur rang. Il est présomptueux de croire qu'un peuple construit les civilisations, que la démocratie, ses freins à l'épanouissement de la noblesse, permet l'évolution de l'espèce. Et pour paraphraser Maître Eckhart que vous citez, en l'assaisonnant de nos propres épices, vous dites, nous prions Dieu pour qu'il nous fasse quitter de la démocratie cette eau bourbeuse qui nous colle les plumes et nous alourdit les serres. Nous, les aigles faits pour vivre en hauteur. C'est beau, c'est profond. C'est profond, ça me permet d'aller à un deuxième chapitre de cet ouvrage. Vous avez abordé encore une problématique plus grave que la première, parce que la démocratie, c'est à notre portée, mais ici, nous allons plus loin. Vous vous attaquez un tout petit peu à cette religiosité, et pour vous, qui serait encore un frein à l'épanouissement de nos peuples. Alors, je lis un extrait, vous dites ceci, le christianisme se découvrant être au Congo la forme la plus brutale d'asservissement de l'âme et du corps des êtres humains. Entendre comme ça, on dirait, mais c'est grave, le christianisme. Mais ça, c'est quand même, si, d'ailleurs, beaucoup de gens le disent, ce qu'ils embêtaient, comment vous pouvez vous attaquer au christianisme en pensant qu'il est un asservissement de l'âme et du corps? Vous savez, chaque animal, lorsqu'il doit se nourrir, il doit faire la part des choses entre ce qui lui fait du bien et ce qui lui fait du mal. Le peuple congolais, le peuple bantou de la cuvette centrale, c'est un peuple croyant. Il est croyant depuis 10 000 ans. Il est croyant en un Dieu unique. C'est pour ça qu'il a été asservi et soumis assez rapidement. Parce qu'on ne lui a pas dit qu'il y avait 1000 dieux dont il n'allait pas croire, parce que lui, il a une appellation, une identification d'un Dieu unique. Donc on ne peut pas nous reprocher de ne pas connaître Dieu, ne pas honorer, l'adorer et tout ça. Non, on l'a toujours fait depuis des millénaires. Cette aventure chrétienne est toute récente. On ne peut pas méconnaître ce que nous avons été, ce que nos ancêtres ont été.
du fait de l'esclavage, de la colonisation et du fouet. Notre adhésion à cette croyance n'a pas été une adhésion volontaire, démocratique, puisqu'il s'agit de la démocratie. Ça a été une adhésion forcée, sous la chicotte, les fouets, pour accepter ce processus de croyance, un nouveau dogme qu'on nous impose, par matraquage, par frappe. Je suis chrétien par le fait d'appartenir à une institution qui est le catholicisme, base de ma formation, de mon éducation, de mon évolution. Mais en même temps, c'est une institution mensongère sur le plan de l'humain que je suis noir. En sorte que, dans la classification des êtres humains par l'Église catholique, par le christianisme, sur les fondements de la Genèse, il est dit que parmi les enfants de Noé, l'un d'entre eux, Cham, est le père des Noirs, et ils sont maudits, et par conséquent, on leur a retiré l'âme. Ils ne peuvent trouver leur rédemption que par Jésus pour accéder au paradis. Donc ici, sur terre, ils sont appelés à souffrir, à vivre les martyrs parce qu'ils n'ont plus d'âme. Leur âme doit passer par les truchements d'accès. C'était une interprétation malheureuse, ce qu'on appelle la controverse de Valladolid en 1550-1551 entre Sepulveda et Las Casas. C'est une réalité mathématique qui fonde l'esclavage, qui fonde la colonisation, qui fonde la hiérarchisation des races telles que démontrées dans les codes noirs de Louis XIV. Quand l'homme noir devient une marchandise, les codes noirs, ça veut dire qu'on fait un code pour les commerces du noir. C'est une marchandise. On crée un code par rapport à ça. C'est l'Église catholique. Comme nous avons le code du commerce ici. Exactement, c'était ça. Nous avons l'OADA, maintenant nous avons le code noir. Noir, c'est les codes dont la marchandise, c'est l'homme noir, parce que c'est une marchandise. Ça, c'est l'Église catholique. C'est le christianisme qui installe ça. Vous pouvez maintenant faire tout ce que vous voulez faire comme littérature autour de ça. Il y a beaucoup d'inepties dans ce qui est dit dans tous les textes, notamment au niveau de l'interprétation biblique. Ça me pose un problème sur l'intelligence. Vous savez, si vous partez sur la Bible qui vous dit « Dieu crée l'homme à son image », Dieu n'a pas d'image, l'image de Dieu c'est un créateur. Dieu crée un créateur. C'est ce que Spinoza appelle une nature naturante. Très bien. Dès qu'on a dit ça, on se pose la question. Quand vous allez à l'église, on vous apprend à être des créateurs ou on vous apprend à être des mendiants qui attendent, qui espèrent que le ciel leur accorde. Or, l'église congolaise, du moins l'église des réveils, apprend aux gens ou fait espérer aux gens l'accès au mariage, l'accès à un visa pour aller en Europe, l'accès à la fortune. Ce n'est pas ce que dit la première règle principale. Dieu ne crée pas un créateur pour pouvoir être en train de quémander, chercher fortune, chercher femme, chercher mari. Non, c'est pas ça. Dieu crée pour que tu sois créateur, que tu fasses ton monde à toi, que tu puisses aller sur la lune, que tu crées des avions, que tu stoppes les maladies par la médecine, que tu aies des téléphones pour pouvoir discuter à distance, que tu règles des problèmes, ce qu'on appelle les sièges de la vie. Que tu ne sois plus assiégé par les contraintes de la nature, que tu transformes. C'est ça, en fait, être créateur. Mais nulle part, il est dit qu'il faut être là par rapport à l'espérance. Les églises des réveils en général, même la catholique au départ, c'était les maisons d'espérance. Vous entrez pour espérer. On ne vous dit pas vous entrez pour créer. Or, vous êtes des créateurs. Voyez-vous, alors moi, ça me pose un problème. Et c'est ce que Kamana appelle la crétinisation et l'imbécilisation. C'est ça. Kamana, c'est un théologien. C'est un philosophe et théologien. Il a 2 doctorats. Et quand il dit ça, mais il a l'autorité absolue pour le dire. Moi, je vais le contester par rapport à qui d'autre. Moudimbe a été théologien. Il a commencé par les séminaires. Et il a bifurqué. Il est sorti de l'Église catholique aussi. Il aurait pu être prêtre. Il a bifurqué pour devenir ce qu'il est. C'est-à-dire qu'une pensée monumentale qui illumine notre cité et le monde. Voilà. Donc, j'ai un problème par rapport à ça parce que, résultat de course, comment voulez-vous qu'une église soit implantée à un endroit, autour de ça, il y a des immondices, et ça ne pose aucun problème. Ça ne pose aucun problème. Et dans cette église-là, c'est qu'on a comme mission
c'est donner l'espoir d'aller en Europe. C'est favoriser les gens qui sont en train de pouvoir, n'est pas travailler, mais c'est une sorte de loto. Les lotos pour aller en Europe, les lotos pour se marier, les lotos pour ceci, pour cela. Mais à quel moment est-ce qu'on va professer l'image des dieux, c'est-à-dire l'image du Créateur? Dieu crée le monde, Dieu crée l'homme à son image, l'homme comme créateur, qui doit modifier ses conditions sociales, qui doit aller sur la lune. Ce n'est pas l'homme qui doit être en train de chercher à accéder à un bonheur gratuit, qui est fait par les autres, qui est créé par les autres. Vous voulez aller dans un pays étranger? Les pays où vous allez, admettons le Japon, qui n'a aucune ressource, ce sont simplement des créateurs qui prennent vos ressources, qui transforment leur pays. Vous qui avez les ressources sur place, vous n'êtes pas capable de pouvoir les transformer. Vous appelez Dieu au secours. Il ne viendra pas. Je suis désolé, ce Dieu-là ne viendra pas. Donc vous dites, et vous le dites très bien, le christianisme tel qu'il a été pratiqué, tel qu'il est pratiqué aujourd'hui, nous avons autour de 40 000 églises dans le pays, nous avons autant de confessions. Pour vous, le christianisme, c'est en réalité la création des mendicités. Tout à fait. Donc, elle aura totalement oublié ce christianisme, de s'appuyer sur ce que l'homme est en réalité, un créateur. Oui. Alors, dans les livres aussi, vous parlez de Mutombo. Oui. C'est quelque chose que vous n'expliquez pas souvent, mais j'aurais quand même voulu que ce Mutombo dont on parle aujourd'hui puisse s'intégrer, parce que vous le proposez comme étant une forme de thérapie, pour pouvoir sortir de ce qui apparaît aujourd'hui comme étant la survivance du Code noir. Alors, parlez de Mutombo un tout petit peu. Mutombo, l'appellation réelle dans ma langue, en fait, ça vient du Lolois. Oui. C'est Mutsumbu. Mutsumbu avec Tsu, puisque nous sommes de l'Afrique australe. Nous sommes de l'Afrique australe, de l'espace austral. On dit Mutsumbu. Ça veut dire quoi? C'est un sage qui est une sorte d'esprit mi-dieu, mi-homme, qui a pour vocation d'apporter la bonne nouvelle et d'expliquer aux hommes ce qu'il faut faire pour leur bien-être. Et de dire qu'allez chercher en vous ce que vous devez faire pour vous. Vous voulez manger? Allez cultiver. Comment on fonctionne? Ainsi de suite et tout ça. Mutombo, c'est celui qui vous apporte l'idée de, qui es-tu? Connais-toi toi-même. Si tu te connais toi-même, tu vas découvrir quel est le don qui est le tien, et ces dons-là, tu dois l'exprimer. Dieu a mis dans chaque être humain un don. Et ces dons-là, il faut d'abord le trouver soi-même, et s'exprimer par rapport à ces dons-là. L'homme connaît-toi toi-même. Mais on regarde un peu, c'est la formule de Socrate. On regarde un peu dans le domaine musical. On voit des jeunes gens qui disent, moi à l'école, j'arrive pas, mais dans ce domaine ici, je vais m'en sortir. On voit les comment ils s'appellent encore, les Ferregola, les Fali Poupa, on voit les Karmapa, on voit. C'est-à-dire que il a ces dons-là. Mutombo lui dit, vas-y. Voilà ce que Dieu t'a donné. Quand il t'a fait créateur, il t'a donné une partie de lui. Dans ce domaine-là, exprime cette partie de lui. Bon, mais que produit l'Église? Est-ce qu'elle dit aux gens, exprimez vos talents, soyez créateurs? Non. On dit aux gens, priez fort, demandez fort. Quand vous prierez, quand vous frapperez, on vous donnera. Mais c'est une fantaisie. Vous allez frapper à quoi? À votre propre porte. Du don qui est les vôtres. Il faut frapper le don qui est à l'intérieur. Voilà, les sortir, qui jaillissent à la lumière, qui montent. Voilà c'est ce que vous dites. C'est sur ce mot élevé de Zarathustra que Mutombo appela son peuple à la raison. Il allait de village en village évangéliser la bonne nouvelle sur terre et non celle fantaisiste post-mortem. Puisque nous avons convenu, disait-il, que nous ne souscrirons aux merveilles de l'au-delà qu'après la parousie, convenez donc avec moi que, pour l'instant, seules comptent les réalités d'ici-bas. Ses ailes lui valut les honneurs auprès des gens d'esprit, la relégation chez les idiots et la fatwa chez les croyants des derniers évangiles et les apologistes de la Sfra, de la Sira. C'est en application de ces prescriptions que nous érigeons une nouvelle juridiction
et confions l'autorité d'instance à celui ou à celle qui, devant la puissance de sa raison, à la suite de nos arrêts, est prêt à consentir au mariage. Soyez les juges de votre propre mariage, soyez les créateurs d'un Dieu qu'on nomme enfant, qui vous dépasse en puissance, en beauté et en performance de toute nature, qui vous voit totalement supérieur. C'est dans cet enchaînement sur plusieurs générations que les êtres doués de plus de possibilités, des êtres augmentés en raison et en puissance, reproduiront à l'infini des créatures créatrices qui seront toujours supérieures à leurs géniteurs. Ça, c'est Manjolo, et ça, c'est beau, c'est bien et c'est grand. Alors, évidemment, cette émission, il faudrait quand même qu'on l'arrête à un moment donné, mais j'ai encore un sujet à aborder avec vous. C'était simplement une annonciation. Je voudrais vraiment revenir sur la jeunesse qui nous suit aujourd'hui, mais je pense aussi que les aînés, il faut lire ces livres de Maître Manjolo. Il faut le lire parce que nous sommes contemporains de cette géniale créativité. Le 40 épîtres, un livre quand même, vous voyez, sur un fond noir, avec une couleur rouge du sang et les blancs de la lumière. Je crois que c'est tout un symbole. Mais alors, dans ces livres ici, vous avez écrit beaucoup de choses, mais vous avez aussi abordé une autre question fondamentale, la question de la femme, la question de l'amour, la question de ce que nous sommes. J'ai toujours un petit extrait et je vous permets de commenter. Alors, vous dites des choses terribles dans ces livres. Hein. Je crois que j'en aurais pas assez, que je ferais lire 1000 personnes autour de moi cet ouvrage. Alors, je lis ceci. Hein. Vous dites à la page 175, lorsqu'un homme par un tour d'adresse arrive à posséder les corps et les cœurs d'une femme, 175. Lorsqu'un homme par un tour d'adresse arrive à posséder les corps et les cœurs d'une femme, il ouvre au cœur de sa maison familiale, j'ai mis l'expression, hein, un office de soumission semblable à une institution religieuse. Il devient Dieu, il devient le soleil autour duquel tout doit tourner. Ainsi, la femme, par sa naïveté, se met au garde à vous et s'exige de croire que la soumission est le moyen d'accéder à l'amour. Comment peut-on compter sur la mauvaise conscience d'un individu dénué de conscience? C'est la question salvatrice au malheur des femmes. Mais malheureusement, lorsque la faiblesse des caractères s'ajoute à la pitié, la commisération et tous les aspects, tous les affects baveux pour la souffrance d'autrui, la raison n'est jamais convoquée pour voir juste. Je vais encore lire un autre extrait. L'étang n'est pas éloigné où l'homme véritable était évalué par sa capacité de faire la démonstration de sa vigueur, par la construction de son gîte, par son aptitude à satisfaire sa femme dans la vie et au lit, et d'apporter seul le pain pour tous. Sur ces jours, il était proscrit de voir couler une larme. Les hommes qui pleurent sont des hommes qui se sont trompés d'adresse, disait-on. Ce sont des femmes. Les femmes sont trompées d'adresse, des femmes. L'homme qui assume était l'homme véritable, l'homme nécessaire pour la communauté, l'homme de la grande promesse, autant pour sa femme, ses enfants, que pour l'espèce. Un dernier extrait, comme ça vous allez... dans ce système, l'isolement de la femme naïve, sa fuite vers la solitude, la honte de prononcer les mots amour et le besoin de mentir au monde, de se voiler le visage avec un manteau sombre pour faire croire au monde que tout va bien, tout va alors que son corps perd en finesse et en éclat, que la tristesse durcit ses traits, que les larmes qui coulent dans son âme rongent sa santé et l'enfer sur terre. On nous rapporta l'histoire d'un homme enfant, un pervers narcissique de premier ordre, qui avait réussi à introduire les larmes dans les ébats pour démontrer son degré d'affection. Il sema dans le cœur de sa femme naïve la plus haute compassion. C'était là le domaine de son génie inventif pour tenir solidement la femme dans ses raies. De larmes en larmes, il poussa la femme à la discipline de la grande souffrance, à mettre à profit la douleur
à se détruire, à dépérir jusqu'au vieillissement et à la péremption avant date. Elle s'éleva un jour, prit le courage de regarder dans les miroirs la difformité de son corps et posa au sol la compassion, la pitié et la commisération pour cet homme. Elle s'aperçut qu'elle était trop vieille pour envisager un espoir et trop abîmée pour plaire. Elle entra dans un ordre religieux pour remettre à Dieu sa carcasse asséchée et sans vie, libre à lui d'en disposer à sa guise. Il est vrai qu'elle n'avait pas le courage de se donner la mort, comme elle n'eut pas le courage de partir plus tôt de l'étreinte de l'homme enfant. Maître Manjolo, ces termes sont puissants, sont forts. Regardons autour de nous, c'est par milliers que l'industrie congolaise produit des hommes enfants. Ils sont là, ils sont parmi nous, ils sont avec nous. Parfois, c'est nous-mêmes, hommes, enfants, les malheurs des vraies femmes. Voilà, vous dites ça dans les livres, et j'aimerais quand même que vous puissiez un tout petit peu en parler. Juste des mots sur les chapitres précédents. Vous avez parlé du mot parousie. Les évangiles prévoyaient que la parousie, c'est les délais d'attente pour le retour du Christ. Le retour du Christ, c'est 100 ans. Ouais. Ça fait 2000 ans. Donc, ce qui fait que la justesse de ces choses-là pose quand même un certain souci. Maintenant, pour revenir au texte, aux hommes-enfants. Les besoins de mariage est devenu, dans notre société, comme les besoins du pain quotidien. Parce qu'il faut avoir un homme, il faut paraître. Il y a même des femmes qui épousent les hommes. Parce qu'il leur faut un statut. Il leur faut un statut. Qui épousent les hommes. C'est-à-dire qu'ils donnent à l'homme l'argent qui est censé pouvoir la doter. On atteint ce niveau-là. Lorsque vous acheminez dans la croyance au sens religieux du terme, actuel, au sens dogmatique, parce qu'il n'y a pas de discussion avec ces mondes-là, on ne discute pas. C'est comme ça, c'est pas autrement. Dieu a dit, la Bible a dit, c'est le point de départ, le postulat est là-dessus. Vous ne pouvez pas discuter. Ce qui fait que la raison a été congédiée, au même titre qu'elle a été congédiée au Vatican lorsque Galilée avait dit que la Terre tournait. On a dit, tu mens, tu dois mourir. Nous sommes dans une période galiléenne de l'approche de la vérité dans notre société. Tout ce qui est faux, tout ce qui est mal interprété ne doit pas être dénoncé parce que c'est dogmatique. Tu es sorcier, tu es maçon, tu es rose-chrétien, tu es tout ça. Alors que non, je suis simplement raisonnable, je suis moutombien. Je pense que la raison doit précéder tout acte. Les femmes souffrent dans cette société. Du fait, de la famille, qui en fait les objets de production d'argent, du fait de l'Église, qui leur impose un modèle de comportement. La femme a dominé le monde pendant des millénaires. La femme portait son choix à l'origine sur l'homme le plus vigoureux, c'est lui qui amène à manger, c'est lui qui la protège, et c'est lui qui lui donne une descendance valable, capable et vigoureuse. C'était ça. C'est la femme qui décidait quel homme devait venir dans son lit, parce que l'homme devait correspondre à tous ces critères. Et aujourd'hui, l'homme va vers la femme parce qu'il apporte des moyens. C'est-à-dire qu'il doit acheter le corps de la femme pour son utilisation personnelle. Et il la traite comme il l'entend la traiter. Comme un objet. Comme un objet. Et ça, la plupart d'hommes, soit on a deux catégories. La catégorie de ceux qui achètent les femmes et les soumettent. La catégorie de ceux qui sont enfants, qui ne produisent pas, qui sont improductifs, mais qu'on doit entretenir. Et la honte de la femme pour pouvoir admettre en société qu'elle entretient un homme. Donc, par conséquent, elle fait passer l'homme devant comme étant c'est lui qui produit alors qu'il ne produit pas. Et lui, quand il arrive à la maison, c'est des larmes, c'est des sacerdotes, crée la compassion, une sorte d'affect particulier. Et la femme se soumet comme ça. Un jour, elle se lève, elle ne vaut plus rien. Elle a déjà l'année passée, elle ne peut plus rien. Voilà. Et donc, sa vie a été simplement une succession de misères, de souffrances, parce qu'elle a cru en cette société qui est une société néfaste. Mais ça n'exclut pas que les mariages, je suis marié, que les mariages soient quelque chose d'extraordinaire, mais ça doit se composer. Il y a une harmonie nécessaire, un respect mutuel, une production des part et d'autre, mais de préférence que l'homme produise un peu plus que la femme. C'est peut-être mieux. C'est-à-dire faire des cadeaux à sa femme, c'est plus intéressant que recevoir des cadeaux de sa femme.
loger sa femme, c'est plus intéressant qu'être logé par sa femme. Et toutes ces choses-là, on doit devoir quand même les intégrer dans notre façon d'approcher les choses. Le Congo n'a pas été ça. Le Congo a été ces pays où l'homme a montré sa vaillance, sa capacité pour pouvoir, même sa férocité à un moment donné, pour protéger sa famille et son pays. Ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas et vous l'avez si bien dit, les femmes souffrent beaucoup dans ce pays, simplement parce que les hommes ne sont pas à leur poste. Ils ont abandonné le combat qui était les leurs et ils ont voulu se faire valoir par l'achat des charmes des femmes. Vous le dites tellement bien que c'est à pleurer. C'est à pleurer. Et je ne voudrais pas développer tout ce que vous avez proposé ici comme solution. Il y en a beaucoup. Je voudrais simplement, parce que nous arrivons à la fin de cet entretien, lire encore un extrait sur lequel vous allez commenter. Alors, vous dites à la page 211, la page 211, vous dites ceci: la connaissance de soi avant celle des autres permet de construire les vaisseaux de la vie et lever au grand vent le pavillon de l'espoir. Croire en soi est dans cette formulation le principe clé de guérison et de l'autorité sur la vie. Tout être qui investira du temps et du travail sur lui, en tenant à distance l'apitoiement sur soi, la compassion à sa propre misère, s'ouvrira le chemin de la fortune en toutes choses. Croire en soi, avoir foi en soi, au même titre qu'avoir foi en Dieu, avoir foi en la vie, avec la même intensité que le besoin de respirer, regarder la mort avec un œil amusé. Voici ce qu'à quoi conduit la connaissance de soi et les penchants scientifiques très prononcés pour se placer à jamais au-dessus des mortels. Je m'arrête là parce que ces livres, je vous l'ai dit, j'ai dû convoquer ce que j'avais de meilleur en moi-même pour les saisir. Je ne l'ai pas encore complètement saisi. Mais là, je vous demande de clôturer cette émission parce que, vous voyez, je suis un peu ému. Je suis ému parce que la force des mots, qui ne sont pas que des mots, parce que derrière ces mots que nous venons de lire, il y a toute une vie. Et cette vie-là que vous venez de décrire dans ces livres, qui m'émeut parce que je crois que c'est encore possible, malgré votre pessimisme de départ. Oui, mais c'est un pessimiste constructeur, c'est pas un pessimiste qui abandonne. C'est un pessimiste de ce qu'on appelle l'architecture des grands styles, avec une perspective des grenouilles, comme disent les architectes. Je souhaiterais m'adresser aux femmes d'abord et leur recommander de lire ces livres parce que j'ai injecté une petite posologie de l'âme féminine, qui est l'âme la plus sublime, la plus raffinée, la plus nécessaire pour construire une nation. Cette âme qui est dans le corps de la maille qui unit les générations. La femme, c'est cette maille qui unit les générations. Grâce à elle, on part d'une nation à l'autre, par l'enfantement. J'ai mis énormément d'éléments par rapport à l'amour là-dedans et à l'amour véritable. Pas l'amour fantaisiste, pas l'amour commercial, à l'amour véritable. Et par conséquent, constatant que notre société aujourd'hui a plus de femmes qui travaillent, qui avancent, qui évoluent, qui se structurent, qui s'organisent, qui sont plus logiques, il leur faut faire de bons choix pour la bonne procréation et pour l'épanouissement qui doit être le leur. Ça, c'est par rapport aux femmes. Pour la jeunesse, beaucoup, quand ils verront cette émission, il y a une question qui se pose. Mais il était ministre, il a fait quoi? Hein, il parle trop, c'est toujours en français, ces français-là ne veulent rien dire, tout ça. Camus dit ceci: toute action doit être précédée par la pensée. Si la pensée n'existait pas, l'action ne peut pas voir parce qu'elle n'est pas structurée. En 2011-2012, j'avais écrit un texte qui s'appelle L'homme et la structure, dans lequel j'avais figé des éléments de travail pour notamment un ministère comme celui de la coopération. Par l'effet de la providence, j'ai eu ces ministères. En période de Covid, j'ai dû ramener dans les caisses de l'État plus d'1,250 milliard de dollars, dont pour les gros lots, c'est les Américains avec 600 millions. Je me suis battu sur recommandation, instruction du chef de l'État, de faire en sorte que la RDC abrite absolument
les Jeux de la francophonie. Je suis parti à Monaco, c'était pas évident parce que les Français, les Canadiens, les Belges, les Suisses n'étaient pas d'accord parce qu'ils estimaient qu'on n'avait pas d'infrastructure pour pouvoir régler ces problèmes-là et la sécurité et tout le reste. J'ai plaidé pour obtenir ces Jeux et je les ai obtenus. Avec les Chinois, sur les fondements des travaux qui avaient été faits à partir de 2012-2013 par le ministre Raymond Tshibanda, qui est mon père politique en RDC, nous avions obtenu avec les Chinois de faire un centre en RDC. Mais il fallait un terrain et il fallait les moyens nécessaires pour pouvoir le faire. Lorsque j'arrive aux responsabilités, je les renégocie avec les Chinois. J'obtiens des Chinois un don de 100 millions de dollars. Et 100 millions de dollars ont servi à quoi? À construire le centre qui est devant. Qui n'est pas encore inauguré. Hein? Qui n'est pas encore inauguré, devant les palais du peuple. C'est un centre culturel. Un centre culturel avec l'Institut national des arts qui est dedans aussi, avec des hôtels pour recevoir ceux qui viendront de l'extérieur. C'est l'œuvre qui a été mise en place, sollicitée d'abord par Joseph Kabila, lancée par les ministres Raymond Tshibanda Moulongo et mise en œuvre par celui qui l'a succédé à ce poste-là, donc moi. Et j'ai dû batailler dur avec les Chinois pour mettre ça en œuvre en disant ceci. Le constructeur devait être chinois pour éviter qu'on puisse mettre sur le marché l'appel d'offres avec ce qu'on sait en termes de corruption, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans le feu d'artifice de ces choses-là. Donc je devais me tenir à 10 pas de ce type de procédure. La sous-traitance, bien entendu pour la RDC, mais les constructeurs devaient être chinois avec leurs fonds, comme ça on n'avait pas de problème. Le centre est là. Donc ce qui fait qu'en même temps, j'avais mis en place la promotion d'intelligence pour la transformation de matières premières, qui devait aboutir aujourd'hui si jamais on avait mis ça en place, c'est-à-dire qu'avec des startups qui devaient être financées par un processus que je mettais en place avec une taxe, mais très légère, sur la bière, sur la cigarette, sur tous les alcools, même sur le soft drink, parce que ce sont des produits cancérigènes. Hein, les Fanta, les Coca, ce sont des produits trop chargés de sucre, donc cancérigènes. Il fallait taxer ça pour permettre aux jeunes gens qui sont inventifs dans le numérique pour nous créer des choses et tout ça. J'avais mis tout ça en place. Alors je ne sais pas, un pays fonctionne avec ce genre de choses pour 10, 15, 20 ans. Mais ça ne peut pas se voir immédiatement, au même titre qu'on n'a pas vu l'intérêt de la réforme du code minier. On a vu ça beaucoup plus tard. Voilà, donc j'ai fait cet office-là. Le temps est important. Le temps est important. Donc c'était pour appeler à la jeunesse qui dit le français. C'est juste un véhicule d'éléments de langage, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Non, vous avez fait quelque chose, c'est mieux de le dire. Et voilà, donc je le dis. En tant que ministre d'État, coopération internationale, vous passez devant le palais du peuple, quand vous regardez à votre droite, en allant vers l'Imété, faites quand même, soyez heureux. Parce que vous avez laissé quelque chose. Cette émission est presque terminée. Vous permettez juste un mot, je sais que c'est quand même important. Sur le plan de la politique internationale, notamment de la diplomatie internationale, il y a eu un de vos collègues qui avait insulté les présidents Kabila et les présidents chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui avait insulté que c'était des voyous, machin, tout ça, à la télévision sur I24. J'étais ce ministre qui a appelé I24, qui lui a demandé de pouvoir faire en sorte que ces messieurs demandent pardon. Je l'ai fait et I24 a ramené son journaliste qui a demandé pardon au chef de l'État en fonction, le président Félix, et au président honoraire Kabila. Pour atteindre ce niveau-là, avec l'Occident, on ne parle pas d'un pays quelconque, on ne parle pas de la France. On parle de I24 Israël, s'il vous plaît. C'est soumettre à un pays quelconque et tout ça. Je dis non, nous ne sommes pas un pays quelconque. Nous sommes le Congo. Nous sommes le Congo avec K. Et par conséquent, c'est M. Malard. M. Malard est passé à dire, je demande pardon au peuple congolais, je demande pardon au président Tshisekedi, je demande pardon au président Kabila. Il l'a fait. Je l'ai fait faire ça en direct à la télévision chez Jean-Marie Kassamba. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, monsieur Manjolo, pour tout cela. Et peut-être pour clôturer, parce que là, il a parlé du Congo avec K, je voudrais lire un petit extrait, le Congo des Ishango. Nous terminons par là, c'est sous forme poétique et ça sera peut-être notre viatique. Fils et filles du Congo,
inclinons-nous pour honorer les mains coupées de nos aïeux. Terre des commencements et de l'imaginaire, terre des Shango, à nos souffrances endurées, à nos martyrs orientaux et septentrionaux, nous rendons nos honneurs. Soleil divin, lève-toi les jours et la nuit pour éteindre à jamais les ténèbres sur la terre de nos ancêtres. Congo des commencements, terre sacrée, Congo des Ishango et des mains coupées. Mère patrie, léopard rugissant, enivre-nous de puissance pour te protéger. Imbibe-nous de sagesse et de raison pour renouveler la lutte de notre souveraineté, lutte de notre indépendance, lutte de notre unité par le sang et par le fer. Arme-nous des mains robustes pour forger un Congo conquérant. Aux vaillants fils et filles de la terre sacrée, portons sur nos fronts force et dignité. Ajustons nos vues pour combattre l'adversité. Notre mort est notre tribut. Sacrifice à la mère patrie. Élevons nos vaisseaux de guerre sur terre, sur mer, sur nos lacs et rivières. Peuple congolais, réveille ton génie créateur. Richesse de sève et de force dans la communion nationale. Point de larmes, orage et feu, point de pleurs, ouragan d'acier. Congo, architecture de grand style. Congo, ordre et discipline. Congo de Ishango et des mains coupées. Congo, puissance éternelle. C'est la fin de Chemin Critique. En votre nom à tous, je voudrais remercier Maître Manjolo pour ce cadeau. Ce cadeau qui vient de donner à notre peuple. Ce cadeau qui va dans ces moments d'incertitude, de doutes, qui va nous montrer que nous sommes sur le bon chemin. Même si la route est un peu embuée, et un peu aujourd'hui, les regards est un peu troublés par les nuages de la duplicité, du mensonge, du vol et de tout, il reste que nos pieds sont évidemment ancrés sur le sol congolais. Voilà un peu ma joie d'avoir été aujourd'hui celui qui vous a amené cet ouvrage et qui vous recommande. Je le recommande davantage. Qu'on le lise, qu'on le donne, qu'on en parle. Parce que c'est maintenant et aujourd'hui que cet ouvrage est écrit. Quand il a écrit ses pensées, Blaise Pascal ne peut pas savoir que la pensée française allait se construire sur son ouvrage. Eh bien, nous en avons un ici. Il ne s'appelle pas Blaise Pascal, il s'appelle Manjolo. Maître Manjolo, merci et au revoir. Merci à vous. Le livre est disponible à Monishop à $20. Monishop, c'est du côté de Kintambo, vers la station Ma Campagne. Merci. Merci. Merci aussi à vous et surtout à ceux qui m'ont accompagné aujourd'hui. Merci à toute l'équipe des Chemins Critiques. Rarement je vous fais ce genre d'hommage, mais là vous avez assuré. Et je tiens donc à vous demander aussi, vous, en tant que journaliste et surtout technicien, de vous acheter ces livres. Il faut l'acheter. Faites-le vous offrir si c'est possible. Mais en tout cas, lisez-le. Aux femmes, à ses mères, à ses sœurs, à ses enfants, à ses reines de Congo. Lisez bien et faites relire ces livres. Au revoir et à la prochaine.